Bonjour, merci donc de m'avoir invité. Et effectivement, mon exposé va prendre la suite de ce que Jacques Cheminade a parfaitement indiqué en termes d'empire, de domination et en particulier de lutte qu'il convient de mener si l'on veut finalement avoir un avenir en Europe et en France et finalement dans le monde entier. Donc mon exposé aujourd'hui va s'appeler « Pourquoi le modèle britannique est-il antidémocratique ?» et derrière le libéralisme, la dictature des institutions britanniques. Donc je vous propose un exposé donc en 3 parties. Comment le droit anglais est structurellement au service des puissants, comment de puissance politique on est parvenu à aujourd'hui une puissance économique et quelles en seront les conséquences. Alors, c'est un peu plus académique que ce que vous avez eu avant, mais je pense que c'est assez structurant pour l'esprit de comprendre d'où viennent nos institutions, les institutions européennes et également les institutions américaines. Alors, on va commencer par le début, et je vous propose de démontrer que le Parlement anglais est une organisation politique au service des puissants. De quoi parle-t-on ? Eh bien, tout d'abord, on parle de la Magna Carta, qui est apparue en 1215, qui a été quasi immédiatement abrogée pour ressurgir en 1216 avant d'être amendée, complétée par une loi domaniale en novembre 1217. Une 4e version voit le jour en février 1225, qui valide la disparition de la moitié de celle promulguée en 1215. Cette charte, nouvelle version, confirmée solennellement le 10 novembre 1297, sera désormais connue sous le nom de Magna Carta. Cette Magna Carta est brandie comme une larme démocratique absolue, est en réalité la manifestation d'une lutte de la féodalité contre le pouvoir royal centralisateur. Elle n'est pas un instrument du peuple contre les puissants, mais un instrument des puissants seigneurs contre le pouvoir royal unificateur. Il s'agit en réalité de retirer au roi, en tant qu'organe politique central, l'essentiel ou une grande partie de ses prérogatives pour les donner à un conseil de grands féaux ou grands aristocrates, appelé Conseil des barons, afin de limiter et finalement contrôler le pouvoir royal. Le peuple, qui n'a rien à voir dans cette guerre entre grands aristocrates, n'a strictement rien gagné à la proclamation de la dite charte. C'est précisément ce conseil des grands féodaux, initialement appelé Conseil des barons, qui se transformera peu à peu en Parlement. Le dit Parlement est dès le départ, c'est-à-dire fonctionnellement, aussi peu fondateur de la démocratie au sens de gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple, que l'esclavagisme serait la cause ultime de la liberté. Les principes du droit à un procès équitable et d'égalité universelle devant la loi seront introduits dans la Magna Carta en 1354. Notons que ce dernier principe s'apparente à une simple pétition d'intention qui n'est pas réellement sanctionné juridiquement puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier au XVIIe siècle la suppression de l'esclavage sur le territoire anglais. Par ailleurs, il faut insister sur le fait que la proclamation du droit à un procès équitable concernait aussi peu le peuple que la composition du Parlement issue du Conseil des barons de la Magna Carta. Seuls les puissants, et de plus en plus à partir du XIIe siècle également les bourgeois des villes, avaient l'arme procédurale à leur disposition car la justice médiévale anglaise s'est construite ab initio comme une justice de classe. Considérer le Parlement anglais comme un organisme représentant la démocratie est une simple imposture politique. En réalité, le Parlement anglais a toujours été chargé de mettre en musique juridique la volonté des puissants. D'abord des puissances féodales, puis des puissances financières qui les ont remplacées. Le droit issu du Parlement anglais est en réalité un droit d'entre-soi, un droit oligarchique qui se fomente plus sûrement à la City of London, centre financier et économique du royaume, ou dans les clubs chers aux Anglais, que dans l'enceinte officielle d'un Parlement représentant l'intérêt populaire. Le Parlement ne fait en réalité le plus souvent, conformément à sa mission d'origine, qu'entériner des solutions préconstituées dans le silence des couloirs et des cabinets. On parle à ce propos de lobbying. Cette analyse générale n'est pas linéaire et l'on voit de ci de là en Angleterre, comme ailleurs, certains errements de députés qui manifestent ouvertement leur opposition à des projets de loi. Plus ces errements seront fréquents et se multiplieront, plus vite le carcan institutionnel du parlementarisme volera en éclats et la démocratie réelle pourra alors pointer son nez en Angleterre et ailleurs. Le droit anglais est un principe de réglementation au service des puissants. Revenons un instant sur les particularités du droit anglo-saxon en tant qu'héritier direct du droit anglais et sur les conditions de son développement à compter du XVIe siècle.
Au cours du temps, est apparue une divergence fondamentale de nature conceptuelle dans l'évolution du droit entre l'Angleterre et l'Europe continentale. On parle ici de méthodologie. À la suite de l'effondrement de l'Empire romain, le droit s'est développé en Europe autour de la double hélice du pouvoir temporel d'une part et du pouvoir spirituel d'autre part. Par pouvoir temporel, il faut comprendre l'aristocratie, organisée autour du roi, compris comme le premier d'entre ses pairs, primus inter pares. Par pouvoir spirituel, il faut comprendre le catholicisme hiérarchisé et organisé à Rome, avec quelques exceptions historiques, autour du pape. En 1531, l'Angleterre a fait sécession vis-à-vis de cette organisation sociopolitique continentale lorsque le roi Henri VIII, représentant de l'ordre temporel, décida de prendre le pas sur le pouvoir spirituel en le soumettant à sa propre volonté. L'Église anglicane, dite catholique réformée, c'est-à-dire à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme, est née de la scission de l'Angleterre opérée par le roi Henri VIII avec le pape Clément VII, qui refusa obstinément d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, afin de permettre à Henri VIII d'épouser Anne Boleyn. À partir de cette date, l'Église anglaise n'est plus soumise à l'autorité du pape catholique romain, mais à l'archevêque de Canterbury, lequel est en réalité totalement dépendant du pouvoir temporel, c'est-à-dire du roi d'Angleterre. Cette réunion des pouvoirs temporels et spirituels n'a pas eu lieu en Europe continentale, où tout au contraire, chacun des deux pouvoirs temporels et spirituels est resté, du moins jusqu'à la Révolution de 1789, concurrent et indépendant, de forces relativement égales, si on lit l'histoire qui a vu successivement la prééminence de l'un ou de l'autre des deux ordres. La porosité structurelle liée au fait que les grandes familles d'aristocrates occupaient de facto les postes de dignitaires dans ces deux ordres, ordre politique au sens où il structurait effectivement l'organisation de la société, n'a pas eu pour conséquence une normalisation des intérêts de ces ordres qui sont historiquement restés distincts et concurrents. En Europe continentale, le pouvoir temporel avait toujours dû composer avec le pouvoir spirituel et réciproquement. En outre, ces deux pouvoirs avaient pour caractéristique d'être organisés de façon hiérarchique, c'est-à-dire verticale, ce qui leur conférait une force sociale et politique équivalente. Il en est résulté que le pouvoir normatif des autorités temporelles, seigneurs et rois compris, a toujours été limité par le pouvoir normatif de l'autorité spirituelle, centralisée à Rome sous l'autorité du pape. Cette double compétence normative structurelle a sans doute été, depuis la disparition de l'Empire romain, le seul réel point commun des différents pays européens. Nous avions donc, de façon ontologique en Europe continentale, une organisation politique naturellement organisée autour de l'idée de contre-pouvoir. Cette organisation politique et sociale, qui a caractérisé la période du Moyen-Âge en Europe, est la raison principale qui fait que l'Ancien Régime était structurellement beaucoup moins absolutiste que le sont les prétendus régimes démocratiques actuels, discrètement fondés sur la domination des capitaux et calqués sur les préceptes dérivés du droit anglais et l'anonymat. Si le droit anglo-saxon est aujourd'hui fondé sur la prééminence financière et économique, il est ontologiquement, depuis le XVIe siècle, mis au service exclusif des puissants. Ce droit ne relève pas d'un quelconque effort intellectuel ou collectif visant à fluidifier et faciliter la vie en commun, il est tout simplement la mise en forme écrite de la domination des puissants, aristocrates dans un premier temps, puis financiers depuis Cromwell. La fusion en 1531 en Angleterre des pouvoirs temporels et spirituels a engendré l'émergence d'une volonté impériale par l'alliance du fer et de l'argent. Dans ce contexte, Olivier Cromwell a élaboré le système politique dans lequel l'hégémonie impériale est financée par les banquiers. Ces banquiers, jusqu'alors installés en Hollande à la suite de leur expulsion d'Espagne sous le règne du roi Ferdinand et de la reine Isabelle, ont dès lors commencé à s'intégrer massivement au pouvoir politique temporel anglais. Selon ce que j'appelle la loi naturelle, qui veut que celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit, cette alliance du fer et du portefeuille a à son tour historiquement et mécaniquement donné naissance à la suprématie des détenteurs de capitaux sur le pouvoir politique. Cette suprématie s'est affirmée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles par le financement par les puissances d'argent des différentes compagnies des Indes qui agissaient pour le compte des États en bénéficiant du monopole de la force publique. Historiquement mis au service du seul pouvoir temporel, le droit anglo-saxon s'est peu à peu, à la mesure de la prise de pouvoir politique par les puissances d'argent, mis au seul service des principaux détenteurs de capitaux. Il ne faut donc pas s'étonner de l'absolutisme de la domination actuelle. Cette évolution, commencée en Angleterre, a vu la France être sa première victime dès 1789.
Elle s'est répandue dans le monde entier au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Cette véritable révolution, qui a eu lieu en France en 1789, s'est peu à peu répandue en Europe et dans le monde pour finir par remettre en cause l'équilibre politique post-impérial, en référence à l'Empire romain, issu de l'Europe du Moyen-Âge. Le nouvel ordre mondial, appelé de ses vœux par les tenanciers du système économique global qui ont pris le pouvoir effectif au XVIIIe siècle, est le résultat de la longue évolution décrite ci-dessus. Notons d'ailleurs que la devise « Novus Ordo Seclorum », issue du Grand Sceau des États-Unis, dessiné en 1782, a été repris en 1935 sur les billets de 1 $. Ce nouvel ordre mondial, qui n'est donc en rien nouveau, s'apparente à l'anéantissement complet de ce que l'on entendait traditionnellement par le terme de civilisation, qui suppose un développement collectif et repose fondamentalement sur un équilibre des forces et des pouvoirs. Aucune civilisation ne peut naître et prospérer dans le contexte de l'absence pérenne de contre-pouvoir politique effectif. Il faut bien comprendre que la réunion au XVIe siècle en Angleterre des pouvoirs spirituels et temporels entre les mains du roi d'Angleterre a pavé la route anglaise vers un impérialisme dominé par les puissances d'argent. La route anglaise a, à son tour, via la domination monétaire et l'idéologie britannique qu'elle a imposée au reste de l'humanité, pavé la route mondiale vers l'impérialisme financier absolu. Cet impérialisme parfaitement décrit par Jacques Cheminade tout à l'heure. L'intégrisme financier actuel, juridiquement matérialisé par la suprématie du droit anglo-saxon, est le descendant direct, l'héritier fatal de l'absolutisme du pouvoir anglais qui, en 1531, a fusionné les pouvoirs temporels et spirituels, faisant ainsi disparaître la réalité des contre-pouvoirs. En 1600, la East India Company acte le début du remplacement de l'aristocratie terrienne par les puissances d'argent au sein du pouvoir anglais. Depuis le début du XVe siècle, l'époque des grandes découvertes et des grandes aventures maritimes, les détenteurs de capitaux n'ont eu de cesse de développer leur contrôle discret par la mise en œuvre générale du concept d'anonymat. Ce concept d'anonymat, mis en musique au double niveau économique et politique, a connu son premier réel grand succès avec les compagnies des Indes, qui ont allègrement pratiqué la confusion du pouvoir politique et du pouvoir économique. Sans surprise, la première compagnie des Indes, la East India Company, est d'origine anglaise. En quelque sorte, les compagnies des Indes préfigurent la distinction aujourd'hui entrée dans les mœurs économiques occidentales entre les bénéfices, largement privés, et les charges, financées par la collectivité publique. Avec la précision que, dès l'avènement des différentes compagnies des Indes, les responsabilités civiles, pénales et politiques des intervenants disparaissent dans le monopole d'État. Les compagnies des Indes sont le premier modèle dans lequel les détenteurs réels du pouvoir, ceux qui profitent de façon ultime des bénéfices des opérations, sont très largement à l'abri de toute mise en cause juridique. Les détenteurs du pouvoir capitalistique, vainqueurs par chaos du pouvoir politique, revendiquent aujourd'hui de façon naturelle l'officialisation politique et juridique de la réalité de leur prise de pouvoir. Fatalement, ce pouvoir économique caché derrière les multiples faux-semblants de l'anonymat capitalistique et du Parlement représentatif devait tôt ou tard revendiquer officiellement le pouvoir qu'il a officieusement conquis au fil des siècles. Les partisans du nouvel ordre mondial, ou Novus Ordo Seclorum, encore appelé New World Order, sont en réalité les émissaires du pouvoir économique caché. Eh bien, nous allons voir que la domination anglo-saxonne du monde qui sévit actuellement nous conduit la route de l'absolutisme financier à l'esclavagisme pour tous. La fusion à la mode anglaise du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel a fait disparaître l'équilibre des pouvoirs qui a, seul dans l'histoire du monde, permis l'émergence de la liberté individuelle et, notons-le, de la bourgeoisie commerçante en tant que force politique. Car l'émancipation populaire n'a pu, en Occident, voir le jour qu'en raison de l'instable équilibre politique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Plus récemment, au XXe siècle, et toujours sous l'influence néfaste des banquiers globalistes, l'élimination de tout contre-pouvoir est devenue internationale. Ayant disparu dans l'organisation interne des États occidentaux, un contre-pouvoir a toutefois existé de façon non institutionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale au travers de l'antagonisme international des blocs de l'Est communiste et de l'Ouest libéral. À la chute de l'Union soviétique, ce contre-pouvoir informel, qui existait néanmoins de facto sur la scène internationale et qui a notamment permis le développement en France du CNR et de la parenthèse gaulliste,
a à son tour disparu, mettant à nouveau en lumière la cruelle inexistence des contre-pouvoirs politiques internes aux États occidentaux. Paradoxalement et de façon ironique, c'est sous les coups de boutoir répétés de la liberté individuelle, elle-même manipulée à l'extrême, que disparaît la civilisation occidentale caractérisée par la liberté individuelle et par la liberté politique des masses populaires. Rappelons incidemment que l'ultra-individualisme, revendiqué par des mouvements comme les LGBT, les droits de l'enfant, l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, est l'aboutissement logique de la domination politique absolue des principaux détenteurs de capitaux. Ces derniers utilisant à leur avantage exclusif le principe de bonne politique consistant à diviser pour mieux régner. Diviser chaque être humain en une entité isolée de toute composante sociale pérenne et au-delà, diviser l'humain et la vie en des entités physiques autonomes est l'une des armes les plus redoutables utilisées par les tenanciers du pouvoir économique global pour asservir l'humanité. En effet, cette méthode d'asservissement, appelée diviser pour mieux régner, n'est pas seulement utilisée de manière géopolitique pour diviser les peuples et les nations, mais également de façon beaucoup plus sournoise et dangereuse d'un point de vue politique, pour faire de chaque être humain une entité instable, dépourvue de tout support émotionnel et affectif stable. L'humain devenant dès lors un atome aisément manipulable, analogue à un objet qu'il convient d'utiliser. Le contrôle du phénomène politique par les principaux détenteurs de capitaux a permis à ces derniers de se rendre les maîtres absolus du concept réglementaire, de la loi, ce qu'ils appellent la loi. Ils ont ainsi peu à peu, sur toute la surface du globe, imposé l'anonymat de leurs actions en développant de façon institutionnelle les intermédiations capitalistiques opaques, j'ai nommé les paradis fiscaux et toutes les structures juridiques permettant, sur le modèle du trusts anonyme, permettant tout un panel d'anonymat, interdisant toute recherche en responsabilité pour l'autre versant. La multiplication exponentielle des intermédiaires financiers a à son tour mécaniquement permis un resserrement létal de l'emprise des financiers sur tous les aspects de la vie en commun, économique et sociale. Par l'imposition au niveau international de leurs règles du jeu économico-financier, les banquiers globalistes à la manœuvre ont réussi le tour de force d'imposer une unification des modes de fonctionnement qui étaient le préalable nécessaire à l'élaboration d'un gouvernement mondial. Dans ce contexte d'accaparement du pouvoir, il faut comprendre que le droit anglo-saxon est une arme brandie comme un bouclier antisocial et antinational par les tenanciers du pouvoir économique réel. Le droit réglementation, à la mode anglo-saxonne, sert à la fois de prétexte et de justification au renforcement de l'absolutisme financier. Je vous remercie.